Bien, donc c'est le deuxième atelier sur la théorie des distributions. En fait, on va reprendre finalement la mathématique de la chose, et je vous rappelle que l'enjeu, c'est comment on peut interpréter cette mathématique pour des enjeux qui ne sont pas mathématiques, qui sont plus intellectuels, et qui sont, pour moi, la question de la subjectivation. Voilà. Donc, mais évidemment, pour ça, il faut que ça soit arrimé à la théorie mathématique. Et donc, on va avoir une partie où on va revoir la théorie mathématique, en particulier un certain nombre de points un peu délicats qui avaient été évoqués rapidement. Bonjour. Qui avaient été évoqués rapidement. vous passez aussi la feuille pour la dame qui arrive. Voilà. Alors aujourd'hui, d'abord pour introduire à ça 3 citations, donc qui sont liées quand même à notre propos. 2 de Bachelard. La première, donc, la philosophie différentielle sera chargée de mesurer le devenir d'une pensée. Ça, c'est d'une façon l'idée que le différentiel, c'est le devenir. Voilà. Le différentiel, c'est une catégorie mathématique. Le devenir, c'est une catégorie philosophique. Donc, c'est un peu pour non pas légitimer mon interprétation, mais l'adosser quand même à des références philosophiques. La deuxième, alors Bachelard, là, c'est tiré ça de la philosophie du nom, de Bachelard. La deuxième citation qui est tirée de la poétique de l'espace, les résonances se dispersent sur les différents plans de notre vie dans le monde, le retentissement nous appelle à un approfondissement de notre propre existence. Donc il différencie résonance et retentissement. En gros, moi je l'interprète comme les résonances sont horizontales et le retentissement est vertical. Et vous allez voir que ceci, je vais convoquer cette dualité-là pour un point qui est un peu nouveau aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait fait la fois dernière, qui est différencier la question des extensions et la question des généralisations. La question des extensions, je vais la présenter comme étant horizontale, par résonance, donc dans le vocabulaire de Bachelard, et la généralisation, qui est vraiment la nouveauté de la théorie des distributions, comme un retentissement, et donc plutôt dans une verticalité. 3e citation, cette fois tirée de Ernst Bloch, dans son recueil Traces. Il faut bien qu'il y ait une impulsion, plutôt mystérieuse à être révolutionnaire, une telle impulsion ne provenant jamais de la seule pauvreté qui souvent la masque. Pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce que vous allez voir que la question de l'impulsion de Dirac est en fait au cœur de la théorie des distributions. Et impulsion, évidemment, de Dirac, on va voir ce que ça veut dire mathématiquement, c'est une catégorie, ça vient de la physique, mais on peut l'interpréter d'une façon comme subjectivement. C'est ce que je vais appeler une décision avec un delta comme celui de Dirac, et qui indique une décision qui se présente comme impulsive, au sens où Sartre dit dans l'être et le néant que les vraies décisions sont sans délibération préalable. Donc elles ne découlent de rien, elles se présentent comme une impulsion. Mais on va voir, en examinant l'impulsion de Dirac, que cette décision est impulsive, mais pour autant n'est pas capricieuse, parce qu'elle porte à conséquence. Voilà, donc 3 citations simplement un peu pour élargir un peu, inscrire ça dans un cadre intellectuel plus général. Alors, aujourd'hui, il va y avoir, du point de vue intellectuel, 4 nouveautés importantes. La première qui va porter sur l'histoire. Donc, je vais m'appuyer sur ce livre-là que je vous avais déjà présenté, qui est en fait un livre chez Springer Verlag de Lutzen, sur la préhistoire d'ailleurs de la théorie des distributions, et d'autre part dans un article de lui aussi qui est dedans dans un qui est dans un gros volume qui vient de sortir sur la dualité. Il y a un très gros volume, un ouvrage collectif dirigé par Cromer, qui était d'ailleurs intervenu dans Mamuffi il y a quelque temps, sur l'histoire des dualités, avec cette idée importante que la dualité, comme vous le savez sans doute, est une idée qui a été inventée par Poncelet en 1820 avec la géométrie projective, et qu'à partir de là, il y a beaucoup de formes de dualité en mathématiques,
Donc, première chose, l'idée de dualité est une idée moderne. C'est pas dans la mathématique classique. Donc, ça fait partie des ruptures. Vous savez que je m'intéresse pas mal aux ruptures entre classique et moderne. Mais en même temps, il y a plein de formes de dualité. Et apparemment, le livre de Cromer qui fait 900 pages, hein, considère que les dualités sont très différentes, en mathématiques, j'entends, bien sûr, évidemment, et qu'il n'y a pas vraiment moyen de les unifier. Bon, la question, c'est est-ce qu'on peut les unifier? Il y a eu un exposé récemment très intéressant à l'ENS, au séminaire Maths Philo, par Serzignac, qui, je vous signale d'ailleurs, va intervenir fin mai au séminaire Mamufi, pour dire que lui, il pensait qu'il serait possible d'unifier toutes ces théories de la dualité avec la problématique de Grothendieck de certains types de foncteurs adjoints. Bon. Son exposé n'était pas vraiment convaincant, c'est une hypothèse de travail. Mais enfin bon, voilà. En tous les cas, voilà. Donc, et dans ce livre-là, comment il s'appelle, Lutzen examine la dualité dans la théorie des distributions, parce qu'elle est cardinale. Voilà, donc c'est pour dire qu'on va examiner l'histoire à la lumière de ce travail de Lutzen précieux et qui va nous mettre sur la piste de ce que généralisation veut dire. Parce qu'on présente classiquement les distributions comme une fonction généralisée. Pour moi, c'est pas évident. Je vais vous expliquer comment je l'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas une extension, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors Lutzen l'examine, ce qui est intéressant, en partant dans la préhistoire de ce que veut dire une différenciation généralisée. Là, je vous énonce les choses, on va y revenir. Hein, j'ai beaucoup de choses à vous... J'ai peut-être trop de choses d'ailleurs à vous dire, hein, mais tant pis. Ce que veut dire une différenciation généralisée, ce que veut dire la solution généralisée d'équations différentielles. Par exemple, cette chose assez étonnante, c'est qu'une solution généralisée d'une équation différentielle, donc qui comporte une fonction différentielle évidemment, peut être une fonction qui n'est pas différenciable. Ça me paraît un peu étonnant. Ce que veut dire aussi transformée de Fourier généralisée, et finalement ce que veut dire fonction généralisée. Voilà. Et ça c'est intéressant parce qu'on va voir qu'à partir de là, il y a d'une part une préhistoire de la chose, et puis d'autre part une histoire moderne, donc une périodisation moderne. Enfin bon, on va discuter de ça. Donc ça c'est le premier élément nouveau du point de vue du contenu dans cette séance. Le deuxième, ça va être l'examen de la fonction, l'impulsion de Dirac, de delta, avec une hypothèse d'investigation que je vais vous écrire au tableau. Alors attendez, pour l'écrire au tableau, il faut que je change la lumière et que je change... Parce que sinon les gens ne vont plus voir, excusez-moi. Non, tu ne touches pas ça, c'est l'autre. Voilà, vous êtes là. Et puis moi, il faut que je change... Excusez-moi. Ici, pour que les gens qui nous suivent voient plutôt le tableau. Je ne sais pas comment ça marche. Attendez, excusez-moi. Ah non, c'est là. Oui, ben voilà, je pense que... je ne sais pas comment ça marche. Bon, admettons qu'ils le voient. L'idée, c'est celle-ci, c'est que l'hypothèse que je vais suivre, c'est que l'impulsion de Dirac, donc que je note delta de x, joue le même rôle dans la généralisation de la fonction, pour passer d'une fonction à une distribution, que joue la grandeur petit i, complexe, imaginaire, pour passer des réels au complexe. C'est-à-dire que dans ces deux cas, il s'agit en fait d'une généralisation et non pas d'une extension, dans lequel le mutant, si je puis dire, est ici delta, alors que ici c'est i. Donc ici on passe des fonctions en distribution, ici on parle des nombres à des grandeurs complexes, qui ne sont pas des nombres complexes au sens propre. Ça c'est l'hypothèse d'investigation que je vais avoir avec vous. L'idée étant qu'une généralisation, si vous voulez, je vais opposer à de nombreuses reprises une révolution par adjonction extension qu'on a beaucoup étudié et dont le paradigme est gallois,
à une révolution par mutation, généralisation, dont le paradigme s'avère finalement beaucoup plus général que je ne le pensais, c'est-à-dire aussi bien du côté de Gauss pour les complexes que avec Schwarz pour les distributions. Bon, je prends Laurent Schwarz comme emblème des distributions, je ne m'embête pas avec la question Soloviev, etc. Enfin, d'accord. Voilà, donc ça va être le deuxième point important. Au passage, ça va vouloir dire que, par exemple, moi j'interprète le passage de Q à R par les coupures, ça c'est Dedekind, comme étant une extension. Et par contre, le passage de R à C par la mutation petit i comme une généralisation. Je vais m'en expliquer tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. Je ne m'en étais pas rendu compte avant, c'est-à-dire que une extension, par exemple, de Galois, on l'écrit en général, par exemple, Q racine de 2, ça veut dire qu'à Q on adjoint 2, ça veut dire que Q, l'extension Q racine de 2, c'est l'ensemble des nombres P plus Q racine de 2, avec P et Q dans Q, d'accord? Ça c'est une extension, mais ici, on ne peut pas, je ne pense pas qu'il faille écrire que C égale R adjoint petit i. Ça ne marche pas. Pour quelle raison, vous allez voir, ça ne marche pas, c'est qu'en fait, la multiplication ici n'est plus la même que la multiplication sur les nombres. L'opération mute, en fait, sinon on n'y comprend rien. Bon, voilà, donc on va... Troisième point, donc, la question des généralisations, justement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est une nouvelle manière de radiographier la modernité mathématique, mais ceci dit, ça nous intéresse directement, enfin moi ça m'intéresse directement politiquement, parce que ça éclaire aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'une révolution moderne. Je vous rappelle que j'ai proposé de dire que les révolutions antiques étaient par abandon-déplacement, oui, alors l'exemple, c'est en gros les révolutions esclavagistes. Enfin, quand Spartacus fait sa révolution, il abandonne Rome et il part dans la campagne. Ou les quilombos au Brésil, ils abandonnent les villes pour aller s'installer ailleurs. Ou Mao abandonne les villes aussi pour faire des zones libérées. Voilà, abandon, déplacement. Les révolutions classiques, c'est par destruction, reconstruction. Bon, le modèle politique, c'est la Révolution française, évidemment, mais aussi la Révolution bolchevique. Enfin, on détruit l'État, on en reconstruit un autre. Et que les révolutions modernes étaient par adjonction, extension. Ce qui est vrai, sauf que là, ce que je vais vous proposer, c'est de considérer que ça intrique adjonction, extension et mutation, généralisation. Voilà. Donc, bon. Tout ça, c'est des hypothèses d'investigation, de réflexion, etc. Puisque, encore une fois, l'enjeu d'étudier la théorie des distributions, pour nous, là, c'est pas de l'appliquer à la physique, par ailleurs, ce qui est absolument légitime et nécessaire. Donc, on ne l'étudie pas en acousticien, mais on l'étudie toujours avec cette hypothèse générale sur laquelle je ne m'étends pas, mais que si les mathématiques sont la pensée de l'être, d'une façon, les mathématiques éclairent quelque chose de l'être de la pensée, pour le dire un peu dans les catégories parménidiennes. Et puis alors, le quatrième point qui va être nouveau, c'est la dualité. Parce que la dualité évidemment au cœur de la théorie des distributions, puisque je vous rappelle qu'une distribution c'est une forme linéaire sur un espace vectoriel topologique. Donc l'ensemble des distributions c'est l'espace dual. Bon là je ne sais pas si tout le monde me suit, mais enfin bon voilà. Et que les rapports entre espaces duaux sont des rapports contravariants et non pas covariants, c'est-à-dire les choses varient en ordre inverse. Et ça, c'est quand même la marque générale des différents types de dualité mathématiques. C'est qu'à chaque fois, il y a de la contravariance. Alors ça, c'est intéressant. Ça nous intéresse parce que où ça se joue, y compris dans la subjectivité, dans les processus subjectifs, etc.
Parce que je vous rappelle que mon objectif, c'est finalement, est-ce qu'avec ça, on peut penser une sorte de subjectivation généralisée? C'est un peu ça mon propos général. Tout ça, c'est des hypothèses de travail, hein, prenez-le comme tel, critiquez-les, etc. Mais bon. Bien, et donc ceci va nous conduire à examiner un schéma que j'appelle en Z, et qui a à voir avec le schéma de Lacan, un schéma de Lacan de 53 aussi. Voilà, bon, ça c'est les éléments nouveaux. Donc mon plan, ça va être, je vais commencer alors par une partie plus aride, enfin, qui sont les rappels et les précisions mathématiques. Une deuxième partie où je vais m'étendre sur ce que veut dire généralisation. Donc, je vous ai présenté les enjeux. Et puis une troisième partie qui sera l'interprétation intellectuelle de tout ça. Et puis une dernière qui envisagera les suites possibles de cette affaire-là pour nous. En vérité, j'ai eu beaucoup de mal à construire mon truc, donc là je vous présente un plan où c'est bien séparé, mais je vais passer mon temps à naviguer de l'une à l'autre, enfin, bon, entre mathématiques, interprétation intellectuelle, etc. Bien, alors, attaquons les rappels, précisions mathématiques, dont la première chose, notation. Bon, ben, je vous l'ai donné sur la petite feuille que vous avez, hein, tous. Donc, je vous rappelle le principe, on part d'une fonction, appelons f de x, on travaille ici sur le corps des réels, mais on pourrait avoir un corps général K, ou bon, mais enfin, c'est plus simple de le faire sur les réels. Donc, une fonction, c'est une application d'un corps dans un autre, de R dans un autre. Il y a comme une fonction singulière delta de x de Dirac. On peut la prendre comme une fonction, hein, simplement. Le problème de la Dirac, c'est qu'on lui fait dire plein de choses. Vous allez voir, c'est son intérêt d'ailleurs, c'est qu'elle est contradictoire. Mais prenons Dirac dans son comme pure fonction, ça pose pas de problème. Comme pure fonction sur R, donc delta de x, ça vaut 0 si x est différent de 0, et ça vaut 1 si x est égal à 0. Donc delta de 0 égale 1, et puis tous les autres, c'est delta de x est égal à 0, si x est différent de 0. Ça, c'est une fonction. Bon, évidemment, c'est une fonction qui est comme ça. Ici c'est 0 partout, et puis ici le point c'est 1. Voilà. Alors je vous signale après, comme pour les produits de convolution, je vais vous proposer cette notation là, donc ça, appelons ça d delta de 0, 1 de x, mais on peut le généraliser en disant delta de p de lambda de x, qui veut dire que cette fois delta de p est égal à lambda. Et delta de x est égal à 0 si x est différent de p. C'est exactement la même chose que ça, sauf que c'est décalé ici, en p, et qu'au lieu d'être 1, ça peut être lambda. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est la même impulsion, mais au lieu d'être ici, elle est décalée. Et puis, pourquoi on va le voir? Parce que après, ça va intervenir dans le produit de convolution, et ça va introduire l'idée que dans le produit de convolution, on aura une amplie translation d'une fonction. C'est-à-dire une fonction multipliée par delta, enfin au temps du produit de convolution, il va y avoir une translation ici et une amplification. Et je vous rappelle que c'est là où on voit déjà un peu une équivalence avec delta et i dans le complexe, parce que dans la multiplication complexe, pour ceux qui l'avaient, on peut appeler ça une ampli rotation, qui se voit assez facilement si on écrit les complexes en termes de coordonnées polaires, hein, module et de... Une multiplication complexe et une amplification par ρ et une rotation par ça. Donc dans les complexes, on a une ampli-rotation, ici on a une ampli-translation. Hein, d'accord ? Donc voilà, bon, Dirac, si on la prend comme ça, c'est une fonction comme une autre. Évidemment, le point qui est spécial à Dirac, c'est qu'on dit que en même temps qu'on a ça, on a l'intégrale sur moins l'infini à l'infini de delta de x est égal à 1. Alors ça, évidemment, on se demande ce que ça veut dire, parce que si vous êtes dans cette fonction-là, si vous prenez l'intégrale de Lebesgue, vous voyez bien que pour cette valeur 1, la mesure de 1 c'est 0, c'est-à-dire c'est une mesure nulle. Donc évidemment, au sens classique du terme, ceci est égal à 0.
Donc quel sens ça veut dire que c'est égal à 1? Bon, c'est ça qu'on va examiner. Mais ça, c'est l'intérêt de la mesure de Dirac, c'est pas de la mesure, enfin de l'impulsion de Dirac, c'est une contradiction entre son aspect comme fonction qui est parfaitement banal, et puis cette caractérisation de l'intégrale. Mais en vérité, quand on fait ça, l'intégrale, il faut bien comprendre que ce n'est pas exactement l'intégrale de Lebesgue, c'est un intégral de type nouveau, en un certain sens. De la même manière que, quand vous dites que I, vous définissez I comme I multiplié par I égale moins 1, il faut bien entendre que cette multiplication, ce n'est pas la multiplication numérique, ce n'est pas la multiplication arithmétique, sinon vous ne comprenez rien. C'est une multiplication complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ampli-rotation. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous mettre dans un espace et que quand vous multipliez par I, ça veut dire que vous faites une rotation de 90 degrés. Donc il faut mettre un autre signe ici. Donc c'est exactement la même chose. Quand vous dites I2 égale, vous définissez I2 égale I multiplié par I par moins 1, ce signe-là de multiplication, il est d'un type nouveau, comme ici l'intégrale est de type nouveau. D'accord? Donc voilà, c'est pour dire la première ligne, puis après on va avoir un ensemble de fonctions singulières qu'on appelle phi de x, qui sont l'ensemble des fonctions indéfiniment différenciables à support compact. On va revenir là-dessus. Et donc on appelle l'espace de ces fonctions-là, on le note C infini, pour dire, alors en général on met C parce que c'est sur les complexes, mais là on pourrait le mettre sur R, enfin peu importe. Les supports indéfiniment différenciables, ça c'est le infini, et le C veut dire à support compact. On va revoir ça. Ensuite, deuxième notion, celle de fonctionnel. Alors une fonctionnelle, cette fois, c'est quelque chose qui passe d'une fonction à une autre. C'est pas une chose qui passe d'un élément d'un corps à l'autre. On a les fonctions qu'on a définies avant, qui font passer, qui transforment le corps R. Là, on prend l'ensemble des fonctions, et une fonctionnelle, c'est ce qui transforme une fonction en une autre. Alors ça, vous allez voir, c'est quand même très important parce que c'est quand même au principe de la généralisation de la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une fonction non plus comme élément particulier transformant un corps, mais comme un élément d'un nouvel espace, d'un espace fonctionnel. Et donc on va prendre une fonction comme une capacité d'entrer en rapport avec d'autres fonctions. Monsieur, je comprends rien, c'est ça? Oui. Quoi? C'est pas. Oui, j'ai l'impression, oui, parce que je voyais sur. J'essaye de suivre dans vos yeux si ça suit à peu près, mais là je sentais qu'il y avait du flou là. Oui, voilà, donc si vous voulez, il y a toute une partie en fait de la généralisation qui va porter là-dessus. C'est-à-dire au lieu de prendre la fonction en elle-même, on prend la fonction comme étant un élément d'un espace fonctionnel de type nouveau. Ça, c'est un point très intéressant parce qu'à mon avis, c'est en fait un peu la même chose que ce que fait Galois avec les groupes, avec la constitution des groupes. C'est-à-dire, alors lui, dans un espace fini, hein, alors que les espaces fonctionnels sont infinis, mais Galois, au lieu de prendre une racine d'un polynôme en essayant de l'examiner en elle-même, et donc si on peut la formuler algébriquement par radicaux, il va la prendre comme étant partie d'un ensemble défini par l'équation qu'il va appeler un groupe. Et donc, ce qu'il va examiner, c'est non plus les propriétés individuelles de la racine, mais les propriétés de leur groupe. Leur groupe, c'est comme leur petit espace propre, leur espace fini propre. Et donc là, il y a quelque chose d'un mouvement assez moderne qui consiste, au lieu de prendre la chose comme élément séparé, de la prendre dans l'espace dont elle est un élément, et en examinant ses rapports avec les autres qu'elle. Alors, pour vous dire tout de suite, pour moi, c'est un peu la même chose que alors, bon, je prends dans le vocabulaire marxiste classique les forces productives et les rapports sociaux de production, pour ceux qui ça parle. Pour qui ça parle, quand vous prenez les forces productives, vous prenez un être humain en tant qu'il est en train de travailler et de produire quelque chose, de travailler une matière pour la transformer, produire une marchandise, etc. Donc vous le prenez comme une fonction de production, on va dire.
Une fonction de production. C'est-à-dire, au passage, c'est un truc qui existe en économie, ça, la fonction de production. Mais quand vous le prenez dans les rapports sociaux de production, cette fois, vous le prenez non plus comme ça, mais dans les rapports avec les autres qui sont en train de produire. Et là, les choses sont complètement différentes. Donc, c'est pas du tout la même chose de regarder un ensemble d'individus qui sont dans une fonction de production, ou de regarder comment un individu agit sur les espaces humains des producteurs. Et on va avoir exactement ici la même chose en passant de la manière dont F intervient sur le corps R, ou la manière dont F intervient sur C infini, c'est-à-dire sur l'ensemble des autres fonctions. D'accord ? Ça s'appelle une fonctionnelle. Troisième temps, la forme linéaire. Alors cette fois, la forme linéaire, c'est quelque chose qui transforme une fonction en un élément du corps de base. C'est encore différent. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, bon, les fonctionnels, il y en a trois, j'en ai donné trois exemples assez classiques, des fonctionnelles régulières. Vous prenez la multiplication de deux fonctions, f de x, phi de x. Vous prenez leur produit de composition, noté par un rond, c'est-à-dire cette fois c'est donc f de phi de x, ou vous prenez le produit de convolution, qui est f de x convolué avec phi de x. Alors ça, vous en avez l'équivalent pour Dirac, et puis, et simplement, une fonctionnelle singulière, ça va être une fonctionnelle qui n'est plus définie par une fonction, petit f. C'est à droite, hein, ça veut dire que vous associez, par exemple, sur notre espace des fonctions indéfiniment différenciables à support compact, vous prenez un phi 1 et vous en associez un phi 2 sans qu'il y ait une fonction qui vous fasse cette opération, une fonction explicite. Ça, c'est l'opposition entre régulier. Régulier veut dire défini par une fonction, singulier par un opérateur fonctionnel. Dans l'autre cas, c'est pas le cas. Forme linéaire, donc cette fois, on associe à chaque fonction sur x une valeur de x. Par exemple, dans le cas de régulière, c'est vous faites l'intégrale du produit de f multiplié par phi dx sur l'ensemble de r. Là, l'intérêt, c'est qu'évidemment, c'est pas infini parce que précisément phi est un support compact et que donc à l'infini, aux deux infinis, phi est nul. Donc vous pouvez, cette intégrale est définie. Bon, vous avez la même chose avec Dirac, et quand vous le faites avec Dirac, on va le revoir, ça aboutit à donner phi de 0, c'est-à-dire la Dirac est une forme linéaire qui a toute fonction phi de x associe sa valeur en 0. Bon, mais ça c'est une manière de faire une forme linéaire, hein, vous pouvez... bon. Et puis les fonctions singulières, les formes linéaires singulières, c'est la même chose, mais simplement, ça n'est pas défini par un calcul fonctionnel sur phi. Et les distributions, ça va être simplement ces formes linéaires sur l'espace des phi en question, avec des distributions régulières qui seront définies par une fonction petit f, donc ça renvoie juste à la ligne au-dessus. La distribution de Dirac renvoie à ce qu'il y a au-dessus sur le petit phi, et puis il y aura des distributions singulières qui ne seront pas fonctionnelles, c'est-à-dire qui seront définies directement comme forme linéaire, sans que cette définition soit fonctionnelle. D'accord ? Ça, c'est le rappel. Quelques précisions. Lorsque on parle d'intégrale à l'infini, etc., il faut l'entendre comme limite. Bon, ça, c'est des précisions mathématiques qui sont pas décisives pour notre interprétation, mais qu'il faut quand même rappeler parce que pour la rigueur mathématique, quoi. Il y a pas mal d'intégrales donc qui sont à définir comme une limite d'intégrale, c'est-à-dire si vous prenez cette intégrale là, il faut la prendre comme la limite lorsque lambda tend vers l'infini de l'intégrale de moins lambda et de plus lambda de f de x dx.
ça commence avec mes crayons qui ne marchent pas. Alors, bon, vous savez que vous avez une intégrale. Alors ça, c'est quand même un point qui est important parce que c'est les caractérisations par Cauchy, ça. Hein, les limites, on ne le fait plus avec les infinitésimaux, mais on l'écrit en écrivant que pour tout epsilon, il existe mu tel que si lambda est supérieur à mu, alors l'intégrale de f moins lambda, etc., moins la limite en question est inférieure à epsilon en valeur absolue. Toujours la même chose, la limite, c'est-à-dire vous pouvez l'approcher d'aussi près que vous voulez, cette idée-là. Point très important à faire attention dans cette caractérisation de la limite par Cauchy qui évite de recourir aux infinitésimaux qui posaient des tas de problèmes, les infinitésimaux de Newton et de Leibniz. Vous n'êtes jamais dans l'infini vous-même, c'est-à-dire vous abordez l'infini toujours par le fini, c'est-à-dire vous pouvez vous en approcher aussi près que vous voulez, c'est-à-dire l'infini est dans une structure d'horizon, mais vous ne vous autorisez jamais à être de l'autre côté même de l'horizon. Ça c'est un point très important. On va y revenir parce que bon. Et alors, pour nos fonctions, cette limite existe. Pourquoi? Parce que nos fonctions phi sont à support compact. Et donc, au bout d'un certain temps, ça ne bouge plus, parce qu'une fois qu'on est sorti du support, l'intégrale ne bouge plus, puisqu'elle est nulle. Alors, vous allez voir que ce que j'ai dit sur l'infini, structure d'horizon, etc., va être très important parce qu'une partie de la généralisation, de ce qu'on va appeler généralisation, de ce qui est appelé généralisation, et ça c'est bien montré dans le bouquin de Lutzen, ça consiste à passer à la limite. C'est-à-dire à passer de l'autre côté. À passer. Parce que le point qui est très important, c'est que la limite d'un type d'objet n'a pas forcément le même type que ces objets en question. C'est assez facile à voir, parce que la limite, par exemple, la limite, bon, évidemment, je ne suis pas capable de le faire très très loin, mais 3, puis après 3,1, puis après 3,14, puis après 3,1400, puis après 3, bon, etc., etc. Vous voyez bien que ça tend vers pi. Bon. Tout ça, c'est des nombres qui sont évidemment rationnels. Et puis pi est un nombre qui est transcendant. Donc vous pouvez vous approcher de pi d'aussi près que vous voulez par un développement décimal, mais la limite de ces nombres rationnels n'est pas un nombre rationnel. Donc très souvent, la propriété ne franchit pas l'horizon. Ne franchit pas l'horizon. Vous l'avez déjà même avec 1, 1,4, 1,41, 1,414 qui va vers racine de 2, c'est exactement la même chose. La limite, cette limite-là existe, elle correspond tout à fait à ça. Vous pouvez montrer que pour tout epsilon, vous avez un mu tel que vous allez pouvoir vous en approcher aussi près. Mais par contre, la propriété ici d'être la limite de rationnel ne passe pas de l'autre côté de la frontière, ne passe pas à la limite. Alors ça, c'est un point qui va être assez important parce que la limite, par exemple, alors la limite par exemple, d'une série de fonctions continues n'est pas forcément une fonction continue. Idem pour la limite d'une série de fonctions différenciables n'est pas forcément différenciable. Il faut, vous savez, par exemple pour la continuité, que la convergence soit uniforme. Pour ceux qui connaissent, enfin, il y a des conditions très particulières pour que la limite d'une série de fonctions continues soit continue. Pareil donc pour Dirac, parce qu'on peut mettre Dirac finalement comme la limite d'une série. Alors attendez, ça je l'ai mis sur les diapos, je crois que... Ah oui, pour les autres, j'aurais dû le mettre, excusez-moi, tout à l'heure j'ai commenté ça, mais pour ceux qui étaient, pardonnez-moi, oui, pour tous ceux qui nous suivent par Internet, c'était ce schéma-là que j'ai fait. Ah oui, pardon. Alors là, ici aussi. Ouais.
Oui, tout à l'heure j'ai commenté ça pour ceux qui sont à Internet. Excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Je me mélange un peu les pinceaux. Bon, prenez-les en photo d'écran ou je sais pas quoi. De toute façon, j'enverrai les. Là, l'idée c'est que l'impulsion de Dirac est une limite de fonctions. Et ces fonctions, en général, cette série, on les appelle des suites de Dirac. Il y en a plusieurs exemples, mais vous voyez très bien que une suite de Dirac, vous pouvez très bien le penser comme si vous voulez assurer que votre intégrale vaille 1, ben vous prenez donc c'est ça, vous avez ici 1, vous avez 1 ici, vous avez 1 ici, moins 1 et 1, ici 1. Bon, vous avez donc une fonction, vous allez faire en sorte que, par exemple, vous allez faire une fonction porte comme ça, qui vaut moins 1,5 ici, qui vaut ici 1,5, moins 1,5. Non, cette intégrale, elle ne vaut pas 1. Il faut que je mette... merde, attendez. Elle vaut 1,5 celle-là. Il faut que je mette... non, il faut que je mette ici, pardon. Voilà, comme ça. Ça donne 1, oui, c'est ça, oui, pardon. Bon, enfin, bon, donc vous avez une fonction porte comme ça. Vous allez, au fur et à mesure que vous allez la rétrécir, vous allez l'augmenter, de telle manière que la surface va être toujours 1. Et vous allez avoir comme ça une série, etc. Bon. Sauf que, évidemment, à l'infini, ça va être ici, vous allez avoir 0 comme intervalle, ici vous allez avoir infini, et évidemment, ça n'a aucun sens d'écrire que 0 multiplié par l'infini est égal à 1. Mais donc vous avez le même problème sur Dirac, c'est-à-dire que vous avez une série de fonctions qui approchent Dirac, mais dont la limite en termes de fonction n'existe pas. Voilà, donc ça c'est pour dire que, attention, parce que quand il y a les limites, d'abord, bon, il peut ne pas y avoir de limite elle-même, là il n'y a pas le cas, et puis s'il y en a une, elle n'a pas forcément les propriétés de ce qui l'a engendré. Et ça va être un principe de généralisation, justement, de passer de l'autre côté. Ouais, vous l'avez aussi dans un exemple aussi, enfin dans les séries entières, 1 plus x sur factoriel 1, plus x2 sur factoriel 2, plus xn sur factoriel n, plus etc., égale e puissance x. Bon, bah ici, vous avez des polynômes, vous avez une équation algébrique, un polynôme infini, et ici, évidemment, c'est pas algébrique, c'est transcendant. Donc c'est la même chose. Ex est la limite d'un polynôme infini, une limite algébrique, mais la limite n'a plus la propriété algébrique, n'est plus algébrique. Après, deuxième notion qui intervient, les fonctions localement intégrables. Oui, alors toute fonction ne peut pas engendrer une distribution fonctionnelle. Pour l'engendrer, il faut qu'elle soit localement intégrable. Alors l'engendrer, ça veut dire, je vous rappelle, l'engendrer par... Il faut que l'intégrale moins l'infini de f de x, c'est elle dont on parle, multipliée par phi de x, soit définie. Phi de x, encore une fois, c'est les fonctions qui appartiennent à cet ensemble-là, qui sont indéfiniment différenciables à support compact. Donc pour que vous voyez ça, il faut qu'elle soit localement intégrable, c'est-à-dire il faut qu'elle soit définie. Bon, je vous le dis le truc, mais là on perd un peu de temps, mais enfin c'est quand même pour... il faut qu'elle soit définie sur un ouvert de R, et que sa restriction à tout compact de cet ouvert soit intégrable au sens de Lebesgue. Alors les fonctions test et les fonctions phi le sont localement intégrables, et si f est localement intégrable, alors f de phi est également, et ça donne sens à cette intégrale-là. Bon, là c'est des détails mathématiques, mais qui ne sont pas déterminants pour notre interprétation, mais il faut quand même garder ça présent en tête. J'en donne un exemple avec la fonction de Weierstrass, par exemple.
comment ça marche? Comment on déplace là-dedans? Merde. Attends, je crois que c'est comme ça le plus simple. Oui, voilà. Bon, par exemple, vous avez cette fonction de Weierstrass qui est quand même très, très bizarre, quoi, parce qu'elle est... elle est... Ah oui, pardon. Oui, vous voyez rien. Bon, là, c'est des détails mathématiques, on ne va pas se perdre là-dedans, mais je vous donnerai les références pour quand même garder toujours l'idée, on garde les pieds sur les maths, hein, sinon on raconte n'importe quoi, quoi. Donc c'est une fonction qui en fait est fractale, elle est partout discontinue, alors elle est définie, donc elle est définie par le sigma en haut, hein, de AN cosinus, etc. Et si... alors, elle dépend de A et B. Dans certaines conditions de A et B, vous pouvez définir sa dérivée distributionnelle, ce qui est le cas ici, et qui donne ça. Bon, je vous signale ça, vous le trouvez sur Wikipédia, hein, etc. C'est un peu des curiosités, mais c'est quand même pour donner un peu une idée de ce dans quoi on se meut mathématiquement. Pour nous, c'est pas décisif, mais je vous rappelle ça. Alors maintenant, je viens à l'impulsion de Dirac, puisque là, c'est quand même la chose qui nous intéresse de plus près. Alors, ici, excusez-moi, je jongle. Voilà. Donc, mon hypothèse d'investigation, c'est que l'impulsion de Dirac joue le même rôle que la grandeur imaginaire I dans la théorie des complexes, dans la généralisation. Alors, bon, on l'a vu, donc la fonction strictement définie existe. Pour obtenir, pour donner un sens à l'intégrale, mais ce n'est pas vraiment donner un sens, on peut prendre une série de suites de Dirac, c'est-à-dire de fonctions qui aboutissent finalement à l'impulsion. Mais encore une fois, le problème, c'est que la limite d'une suite de fonctions n'est pas nécessairement une fonction. Ça, c'est un point très important. Donc, finalement, delta de x pris comme impulsion. Alors, delta de x pris comme impulsion, ça veut dire on prend alors évidemment, le problème c'est qu'on écrit ça, ça c'est le problème des mathématiques, c'est que on ne distingue pas dans les symboles, bon. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir plusieurs symboles pour delta de x. Mais enfin bon. Delta de x pris comme impulsion, c'est donc d'un côté une fonction delta de x définie par delta de 0 égale 1 et puis delta de x égale 0 pour tout x différent de 0. Et puis d'autre part, ce truc bizarre qui est que delta de x dx est égal à 1. Sachant que ici, ça ne marche pas. C'est-à-dire si vous prenez cette fonction, si vous mettez la même fonction ici de l'autre côté. Donc il y a une sorte de coagulation de deux propriétés qui sont a priori incompatibles si vous êtes à l'espace des fonctions. Je vous rappelle que c'est exactement pour moi la même chose que si vous dites que I est défini par I multiplié par I égale moins 1. Si vous prenez ça comme un nombre, ben vous ne comprenez pas comment, par la multiplication, c'est possible. Il y a une rupture de la même manière. Qui est en général cachée parce qu'on parle des nombres complexes, mais parler des nombres complexes, c'est un égarement complet. Enfin, c'est pas un nombre. Pourquoi vous savez que c'est pas un nombre? Parce que les nombres complexes ne sont pas ordonnables. Donc, on ne peut pas ordonner les nombres complexes comme on ordonne les nombres. Or, les extensions de nombres sont toujours, on garde la structure d'ordre des nombres, qui est quand même capitale. Donc, les opérations sur les complexes ne sont pas les mêmes. Alors, pourquoi cette propriété-là? Pourquoi l'intégrale, là, cette seconde propriété, l'intégrale sur à l'infini ou l'intégrale sur, c'est la même chose de dire l'intégrale sur grand M, hein, évidemment. Pourquoi ça? Ben, ça va avoir avec l'affaire de la fonction de Heaviside
comme primitive de delta, parce que l'idée c'est que, vous savez en physique, alors la fonction de Heaviside qu'on écrit h, c'est une fonction qui est très simple, parce que c'est une fonction comme ça, toujours, donc h de x, ici 1, hop, et ici 0. Donc c'est 0 jusque-là. Ici à 0, ça passe là, donc ici ce point-là, là c'est 1. Donc c'est une fonction discontinue, parfaitement définie. h de x égale 0 pour x négatif, et h de x égale 1 pour x supérieur ou égal à 0. C'est une fonction parfaitement définie. Évidemment, elle n'est pas différenciable, parce que ici, sa dérivée est nulle. C'est 0. Ici, c'est 0. Mais ici, évidemment, au point 1, il n'y a pas de dérivée. Sauf que, justement, l'idée, c'est que ça va être... Donc, l'idée, c'est quand même de travailler de telle manière qu'on puisse donner sens à delta de x égale h' de x. Mais ça, c'est la même chose que... Donc, Dirac et la dérivée de Heaviside, c'est la même chose que de dire que intégrale de delta de x égale hx, c'est-à-dire h est la primitive de delta. C'est kiff-kiff. C'est dans l'autre sens. Hein. Alors, donc on veut obtenir, c'est à mon avis, enfin une des raisons pour laquelle on donne cette propriété bizarre à la fonction de Dirac pour qu'elle ait comme primitive la fonction de Heaviside. Alors, je vous signale, nous, dans notre interprétation, c'est quand même très important d'avoir ça. Pourquoi? Parce que si vous avez la fonction de Dirac simplement toute bête, en fait, il faudrait que je mette un truc de couleur, sinon on n'y voit rien, évidemment. La fonction de Dirac toute bête, donc c'est ça, ça, et ici ça. Bon, ben ça, si on l'interprète dans un espace subjectif, etc., ça c'est comme un écart, un caprice. Hop, un jour on fait ça, et puis ça n'a aucune conséquence. Après, c'est bon. Ça c'est la figure de la liberté libérale. C'est-à-dire je peux faire ce que je veux, mais sous-entendu je peux faire ce que je veux parce que ça n'a aucune conséquence en fait. Je fais un truc, le lendemain, bon, c'est là. Mais par contre, si vous liez ça à Heaviside, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ici, votre OSO1 entraîne des conséquences à l'infini. Donc, ici, vous avez une impulsion, mais ici, elle n'est pas capricieuse, parce qu'elle correspond au fait que vous avez fait un saut. Vous êtes passé, vous avez fait une mutation, vous êtes passé dans un autre espace, vous avez pris une décision qui engage votre vie entière. Donc ça nous intéresse, évidemment, c'est une vraie décision. Le caprice n'est pas une décision. Donc, la corrélation, vous voyez, entre delta et h, avec l'idée que h est la primitive de delta, du point de vue de notre réflexion, est quand même très intéressante, parce que c'est encore une fois, une impulsion non capricieuse. Alors, bon, alors pour ça, faut prendre la limite de la chose. Enfin bon, on peut comprendre très bien pourquoi, à partir de là, l'intégrale de cette intégrale-là, pour moins l'infini à l'infini, donne ça. Ben, vous voyez bien pourquoi, parce que si vous prenez cette intégrale, vous la prenez au fur du temps, vous l'écrivez, donc vous allez écrire h de x est égal à intégrale de moins l'infini jusqu'à x de delta de t dt. Bon, ben ici, vous prenez votre intégrale, ici elle vaut 0, et puis vous allez considérer ici qu'à partir du moment où vous êtes ici et que vous avez inclus ce point-là, ici, cette intégrale vaut 1. Donc, simplement par le fait d'inclure ce point-là, parce que ici, évidemment, tout ceci, la contribution de tout ceci à l'intégrale est 0, et ici, la contribution de ce point est 1. Donc, si vous l'intégrez en admettant ce que veut dire intégrale ce que veut dire ça, ben, vous voyez bien qu'ici, votre fonction, elle va valoir 0, à partir de là, elle va ici, là, valoir 1, et elle va rester 1, puisqu'après, ça va être 0.
Ça correspond exactement à vos fonctions d'Heaviside. Donc, d'une façon, c'est un peu la même chose de poser cette équation bizarroïde et de considérer que la fonction d'Heaviside est la primitive de Dirac. Ça ne rend pas compte de ce que veut dire l'intégrale de Dirac, mais c'est pour dire la logique de la chose. Autre chose, ceci va avoir comme propriété pour dire que l'impulsion de Dirac a une fonction cruciale dans cette mutation, dans cette généralisation à laquelle on vient, c'est ça que j'essaye de détailler, c'est ce qui va faire que delta est l'élément neutre du produit de convolution. Alors l'élément neutre du produit de convolution, ça veut dire très simplement que delta de x f de x, bon ici c'est les phi, mais c'est égal à f de x. Bon alors je vous rappelle que le produit de convolution delta de x f de x, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à l'infini de f de x, non de f de t, pardon, non de f de x multiplié par delta de x moins t, dt. Je vous rappelle que le produit de convolution, ah oui, parce que le produit de convolution est très important parce que c'est une extension de la moyenne mobile. Parce que, encore une fois, toute la question, là, c'est comment prendre en compte une impulsion qui n'est pas simplement un caprice, qui n'est pas simplement une chose nulle. Enfin, comment une impulsion peut-elle avoir une valeur, en l'occurrence 1, etc. Vous savez, par exemple, en économie, lorsque vous avez un point aberrant, ça a été assez frappant dans les statistiques, par exemple en mai 68, vous avez une courbe, vous avez un point aberrant, vous faites une moyenne mobile pour essayer de lisser tout ça et d'avoir une courbe qui lisse l'ensemble. Le produit de convolution, c'est la même chose, c'est une moyenne mobile qui dépend évidemment de ce qui moyenne, le delta, parce que vous allez prendre votre fonction et vous allez la multiplier par une autre fonction qui va varier un peu avant, un peu après, ça dépend comment est votre fonction. Bon, alors si c'est une fonction qui n'est pas à support compact, ça peut-être vous lisser ça sur l'infini, mais si c'est à support compact, ce qui est le cas avec les phi, vous allez les moyenner sur l'espace du compact de la fonction elle-même. Donc c'est une manière de moyenner et donc de pouvoir prendre en compte une impulsion en la lissant, d'une façon, en la lissant. Bon, alors ça c'est assez facile de montrer, enfin ça découle le fait que ceci découle très directement des propriétés, la propriété là-haut, enfin c'est la propriété constitutive de la Dirac. Et puis ça va aboutir au fait que la distribution fonctionnelle delta de phi, que finalement la forme linéaire qui va définir la distribution delta phi, c'est que delta attends que je me... Oui, c'est que sur l'infini, delta de x multiplié par phi de x, attention, c'est multiplié, là, ici, c'est le produit de convolution, dx est égal à phi de 0. Bon, c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que intuitivement, comme de toute façon le delta est nul partout, sauf que là, c'est-à-dire que vous prenez en compte la valeur de la fonction au point du delta. Là, c'est dans le cas d'un delta que j'avais écrit tout à l'heure, 0,1, c'est-à-dire tel que delta de 0 égale 1. Si évidemment c'est un delta ici moins l'infini que j'avais appelé delta de, je ne sais plus comment je l'avais appelé, p lambda de x, phi de x, dx, cette distribution va vous donner lambda phi de P. Il va y avoir une amplie translation. D'accord ? Bon, donc là, la distribution de Dirac joue un rôle pivot
avec son caractère paradoxal, encore une fois, une fonction impulsive, qui pour autant a un effet global. C'est ça la tension propre de la chose. Alors je vous rappelle que l'origine de ça, c'est une origine physique, hein, parce que Dirac c'est un physicien, il a eu un prix Nobel en, je sais plus quoi, 1900... L'impulsion de Dirac c'est 1920, il a dû avoir son prix Nobel en 1932, c'est lié à la mécanique quantique. Mais on peut le comprendre comme avec l'exemple des températures. C'est-à-dire que vous avez une fonction, mettons, il faut évidemment avoir une pièce dans laquelle il y a des contrastes de température. Vous avez une fonction température, c'est-à-dire en tout point de cette pièce, vous avez une température différente. Comment vous allez la mesurer? Vous allez mesurer avec un appareil de mesure, mais l'appareil de mesure, il n'y a aucun appareil qui est strictement ponctuel, évidemment. Donc tous vos appareils de mesure vont mesurer la température dans un voisinage du point, évidemment. Donc vous allez, pour avoir la température, vous allez en fait vous servir de l'ensemble des thermomètres possibles sur la manière dont ils approximent, ils moyennent, par produit de convolution, la température en ce point-là. Et donc, d'une certaine façon, à ce moment-là, on va avoir un renversement qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement, les températures, cette pièce-là va pouvoir servir comme un système d'étalonnage de l'ensemble des thermomètres, en les comparant entre eux. Et ça va être l'effet de renversement, puisque donc au départ, on part d'une distribution des températures dans la pièce, et après, vous passez dans une distribution des thermomètres, étalonnée précisément par les températures. C'est ça toute l'opération intellectuellement en jeu derrière tout ça. Bon, alors le produit de convolution est bilinéaire, associatif, commutatif, translation, interprétation géométrique, je vous l'ai donné, c'est en fait, il faut le penser comme une amplie translation, et vous voyez bien toujours les analogies avec l'amplie rotation des grandeurs complexes. L'intégrale du produit, c'est le produit des intégrales. Alors ça, c'est quand même des choses assez intéressantes mathématiquement, mais on ne s'étend pas là-dessus. Les dérivations, c'est aussi très intéressant. Bon, passons. Et on va aboutir au fait que pour les distributions, la dérivation des distributions va être un produit de convolution. Mais on n'a pas encore vu la dérivation des distributions. Bon, ça c'était pour thématiser ce qu'on entend par mesure de Dirac. Maintenant, l'ensemble c'est... Alors notre ensemble de référence, donc c'est des fonctions indéfiniment différenciables à support compact. Alors, je vous signale, j'ai découvert ça en relisant plutôt l'autobiographie de Laurent Schwartz, qui est pas mal. Moi, je l'avais comme prof à l'X. Hein. Il avait deux inconvénients pour moi, quand même. Alors là, bon, c'est... oui, je suis enregistré, là. Il était bourré de tics. C'était... etc. Et alors, moi, que j'étais jeune, je me dis, putain, mais attends... quand tu es un mathématicien de haute volée, tu vois, enfin, si c'est pour devenir bourré de tics. Et puis, il était trotskiste, alors que moi, j'étais maoïste. Bon, et voilà. Enfin, bon, mais ça, c'est... Mais il dit qu'il en a parlé à Cartan, et que Cartan lui dit... Cartan me fit cette objection. Écoute, me dit-il, il faut tout de même pas utiliser ces fonctions C infinies à support compact, elles sont trop monstrueuses. Ça, c'est intéressant. Et alors, pourquoi? Ça, c'est Schwartz qui parle. En effet, aux extrémités du support, la fonction f qui est C infini à support compact n'est certainement pas analytique, puisqu'elle n'est pas identiquement nulle, et que toutes ses dérivées successives sont nulles en ces points. Une fonction analytique, je vous rappelle, une fonction complexe, c'est une fonction qui peut être approximable par un polynôme infini. Mais évidemment, un polynôme infini, il n'est pas à support compact, parce que votre x va donner des valeurs sur quel que soit le support, il va avoir une valeur. Donc il ne peut pas, au-delà d'un certain intervalle, être identiquement nul. Et alors, Schwartz qui dit qu'il répond à Cartan, c'est possible, lui répondis-je, mais c'est tout de même cela le bon truc pour parler des solutions généralisées d'équations aux dérivées partielles. Solutions généralisées, justement. On va y revenir, ça. Donc c'est vrai, c'est... Voilà. On verra.
Oui, ceci, vous pouvez le figurer très, très simplement. Hein. Vous avez... vous avez quelqu'un qui est comme ça, quoi. Qui regarde là. Donc ici, c'est sa droite et sa gauche. Là, c'est le miroir. Donc ici, vous avez ça. Mais pour cette personne qui est ici, ça, c'est sa gauche et ça, c'est sa droite, évidemment. La personne qui est en face, qui regarde. Quoi? Je pense que aussi l'inversion de la chambre, c'est un bon exemple pour sa dualité mathématique. Par exemple, dans la théorie des catégories, l'inversion de la catégorie de l'oral, c'est chaque fois la même catégorie. Mais... Ah oui, avec les flèches inversées. Exactement. Oui, mais là, c'est simplement une application. C'est parce qu'il y a contravariance qu'on appelle ça dualité. Oui, ce qui rappelle, c'est que dans une catégorie avec des objets et des morphismes, la catégorie duale, c'est la même, mais avec les mêmes choses. Mais ça, c'est un résultat de cette idée-là. Enfin, bon, ça, c'est une forme de dualité catégorielle. Mais l'idée, voilà, c'est assez simple à comprendre ce que veut dire contravariance, quoi. Et de la même manière, quand vous êtes ici, vous tournez comme ça, donc vous allez vous tourner vers votre droite, lui, il va se tourner comme ça, mais en fait, il va se tourner dans l'autre sens, vers sa gauche. C'est contravariant. Ou un autre exemple à donner qui est assez simple, c'est que si je veux, par exemple, je mets mon doigt vers quelqu'un et puis je me tourne ici vers ma droite pour garder mon doigt, mais en fait mon bras ici tourne vers la gauche. Je me tourne vers la droite, mais mon bras tourne vers la gauche pour garder la même. Enfin bon, vous voyez, c'est l'idée du miroir, quoi, voilà. La contravariance dans le miroir. Bien. Alors, bon, maintenant, alors il y aurait des développements que je ne vous fais pas sur les transformés de Laplace et de Fourier. Je les ai donnés en annexe, mais pour nous, ils sont moins importants dans l'interprétation. Et j'en viens à la question de la généralisation, puisque la question qui nous intéresse, c'est finalement, encore une fois, on ne fait pas ça pour faire simplement des maths, pour faire l'appliquer à l'acoustique, quelle que soit la valeur de la chose, mais parce que qu'est-ce que ça nous donne à penser, quoi? Qu'est-ce que ça nous donne à penser? C'est un atelier Mamufie, hein, c'est pas un atelier. Donc l'idée générale, ça va être de distinguer les généralisations des extensions. Alors attendez, le mieux pour ça peut-être est de faire avant l'histoire telle que lui-même la raconte, la présente dans le livre là qui circule quelque part. Non mais gardez-le, enfin vous me le rendrez après évidemment. Alors lui distingue 3 étapes historiques. Je vous les mets parce que c'est ça qui va comprendre l'idée de généralisation, qui à mon avis est une idée très importante, qui est une des cibles de mon exposé, c'est il y a des révolutions par généralisation qui ne sont pas la même chose que les révolutions par extension. Bon. Alors lui, il dit... il le présente de manière curieusement hegelienne. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais enfin, peu importe. Il y a la thèse, je ne sais plus quelle page c'est, page 14, celui qui a le bouquin, c'est page 14 du bouquin. Thèse 1750-1840. T'as pas des feutres, si, toi, non? Oh, bah alors, écoute. Ils sont partis. 1840, thèse, antithèse. 1840, 1900, et synthèse, évidemment, puisque c'est hegelien. On voit bien. Tu le vois bien, bon? Ouais, ici, on voit bien. Oui, mon écriture est belle. Non, on voit bien. Non, tu n'aurais pas dû dire non, tu aurais dû dire oui. Oui, d'accord. Bon, voilà. Alors, en gros, l'idée, moi, que je prends, c'est que ça, c'est l'ère classique. Et puis à partir de là, c'est l'ère moderne. Et puis après, il y a une troisième étape, évidemment, qui est 1950. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'idée qu'il y a une première étape dans le moderne, deuxième et troisième. Appelons ça contemporain, peut-être. Parce que je vous rappelle, j'essaye de réfléchir comment le contemporain reste moderne, et non pas post-moderne. Excuse-moi, pourquoi 1750
Alors, ben, attends, je vais le dire parce que c'est à partir de ce moment-là, j'y viens. Non, non, je t'en prie. C'est le moment où on essaye de résoudre des équations différentielles aux dérivées partielles en utilisant ou non des fonctions qui sont non différenciables. Et à ce moment-là, il y a un grand débat qui s'ouvre entre D'Alembert et Euler. Je ne fais que répéter ce qu'il dit, hein, je n'ai pas vérifié, mais enfin c'est quelqu'un de sérieux. D'Alembert récuse l'idée qu'une équation aux dérivées partielles puisse avoir pour solution une équation qui n'est pas différenciable. On comprend bien pourquoi, parce qu'il se demande mais qu'est-ce que c'est que cette solution non différenciable d'une équation différenciable, alors que Euler, par contre, ouvre la possibilité. Mais il ne dispose pas en même temps à l'époque de la topologie qui permet de rendre compte de manière rigoureuse de cette idée-là. Mais Euler n'élimine pas la possibilité en disant il faut chercher de ce côté-là. Voilà. D'Alembert dit non, il n'y a pas à chercher de ce côté-là. Euler dit il faut chercher de ce côté-là. Mais évidemment, ils n'ont pas, on est encore à l'époque, on n'a pas les notions de continuité, on n'a pas la problématique des limites de Cauchy, on n'a pas la topologie, etc. Donc, mais il y a cette ouverture-là. Et alors, ce qui se change, c'est que justement, dans l'autre étape, il met 1840, mais il faudrait l'avancer un peu, parce que Cauchy, si je me souviens bien, c'est 1830. Cauchy, puis le pour tout epsilon, il existe delta, c'est Weierstrass, alors là c'est 1840. Enfin bon, il faudrait regarder les dates de manière un peu plus précise. On va avoir une toute autre approche qui va être l'approche par les limites, avec une rigueur dans l'analyse qui va être portée par Cauchy et Weierstrass, et qui cette fois va se concentrer sur les fonctions différenciables. C'est-à-dire on va donner un sens précis, neuf, moderne, en un certain sens finitiste, de ce que veut dire continuité limite, et donc on abandonne la voie de Euler pour se concentrer sur les solutions aux équations différentielles par des fonctions différenciables, parce qu'on caractérise de manière rigoureuse ce que veut dire fonction différentielle. Et puis par contre, à partir de 1900, on va aborder la question de la généralisation des différenciations et des solutions au cas de fonctions non différenciables. Alors des exemples de ça, là on touche, comment on entre dans la figure de la généralisation, là. Accepter comme solution d'une équation différentielle la limite d'une série de fonctions différentielles, lors même que cette limite n'est pas une fonction différenciable. C'est une première manière de le faire. On est toujours dans la même problématique, hein, c'est-à-dire il y a une limite, on ne sait pas forcément comment caractériser cette limite parce qu'on l'aborde comme un horizon, mais si on accepte de sauter, s'installer de plein pied dans cet horizon, on peut dire cet horizon est la réponse à la chose. Alors, une autre manière, justement, qui est finalement celle qu'on utilise là, c'est que on peut généraliser la capacité d'une différentielle. C'est ce qu'on avait vu, ce qu'on va voir avec la distribution. C'est-à-dire que si vous avez une fonction g dont vous pensez qu'elle n'est pas différentielle, qui s'applique sur les fonctions phi qui le sont, vous pouvez justement définir g', non pas en soi, mais en tant qu'il agit sur phi, par moins g de phi'. C'est toujours la même chose qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez bien que là, vous avez une manière de généraliser en disant, oui, d'accord, G n'est pas différenciable comme fonction isolée, mais par sa capacité d'agir, elle a une capacité d'agir sur les ions de fonction comme fonction différenciable par cet opérateur-là. Et donc, vous allez avoir à chaque fois cette même opération qui est que vous passez... Alors c'est là qu'on aborde notre schéma. Vous avez G', vous avez G, vous avez phi et vous avez phi'. Donc,
Là, ici, il n'y a pas de problème pour passer de phi' à phi, puisque c'est des fonctions différenciables. Ici, ça ne passe pas. Parce que phi', on ne sait même pas ce que c'est exactement. Donc ça ne passe pas. Mais, vous allez pouvoir transférer le phi' à ici, en passant de l'action de G sur phi à l'action de G sur phi'. Et en contravariant ça, en posant que ce faisant, vous allez avoir ici une action contravariante qui va vous définir votre G'. Donc vous voyez, c'est toujours la même. L'opération va consister non plus à prendre. C'est un peu la même chose que Galois en un certain sens. C'est-à-dire, au lieu de considérer que la racine doit être individuellement caractérisable de manière algébrique, vous ne pouvez pas le faire, d'accord. Mais par contre, vous pouvez caractériser son rapport algébrique aux autres racines. C'est précisément ce qu'on appelle un groupe. Donc vous allez généraliser la fonction, non pas en l'étendant, c'est-à-dire en rendant G' différenciable au sens ordinaire du terme, elle ne l'est pas. Mais vous allez généraliser la capacité d'une fonction différenciable d'agir sur l'espace fonctionnel. De la même manière que, encore une fois, dans Galois, votre racine non algébrique, elle est pourtant prise dans des rapports algébriques avec les autres équations. Et donc, à ce moment-là, votre objet n'est plus la racine individuellement, mais le groupe, la structure de groupe. Et bien donc, vous dites que phi', c'est une différentielle dans son action sur l'espace fonctionnel. Non pas séparément, non pas directement. Vous ne prenez plus G' dans son action R sur R, mais vous prenez G' dans son action sur l'ensemble des phi et l'ensemble des phi'. D'accord? C'est ça l'idée de la généralisation, d'une façon. C'est pour ça que ce n'est pas une extension. Une extension, ça supposerait qu'on soit capable de définir G' par R sur R, ce qui n'est pas le cas. Alors, attendez, je me perds un peu dans mes fiches, excusez-moi. Surtout que c'est en fait un peu désordonné. J'ai eu le plus grand mal à mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, pour résumer ça, et après on va passer à l'interprétation, je distinguerai donc généralisation et extension de la manière suivante. L'extension est horizontale, elle étend une dimension bien établie. Dans un vocabulaire, on dit elle étend un genre à une nouvelle espèce. Elle étend le genre nombre à une nouvelle espèce de nombre. Nombre rationnel, nombre réel. Elle opère par adjonction. Bon, l'exemple, c'est celui Galois, ou d'une façon, l'exemple même de Dedekind, si vous dites que, vous pouvez dire que R, c'est égal à Q avec adjonction des coupures. Cette fois, ce n'est pas une adjonction d'un objet, c'est l'adjonction d'une opération, mais d'une opération interne. Galois, c'est vous allez prendre Q, vous allez, on l'avait vu tout à l'heure, l'exemple canonique, c'est Q, adjonction racine de 2. C'est comme ça que vous avez les extensions de corps dans la correspondance de Galois, et marche comme ça. Bon, appelons ça de l'ordre d'une résonance. Vous voyez, une résonance parce que vous êtes dans le même, l'espace horizontal, quoi. La généralisation, elle est verticale. Elle généralise à une nouvelle dimension une propriété bien établie. En un certain sens, elle généralise à un genre, à un nouveau genre, et non pas à l'intérieur d'un genre, d'une espèce à une autre. Elle opère par mutation. Il y a mutation d'une opération, c'est plus la même. Et au sens où on parle Bachelard, on peut appeler ça d'un retentissement, si on entend par retentissement, non pas les résonances. Quand on tape sur la table, évidemment, les résonances de la table se répandent sur la table. Le retentissement, c'est l'effet en dehors de la table, donc d'une façon verticale, orthogonale, quoi. Excuse-moi, François, Oui. si je peux juste reprendre cette idée de verticalisation et la généralisation. Vraiment en une phrase. Ben, la généralisation est un retentissement, c'est-à-dire opère verticalement ou orthogonalement, il faudrait dire, parce que orthogonalement, verticalement,
parce que tu crées, tu ouvres une nouvelle dimension, si tu veux. La question des complexes est très claire. C'est-à-dire, pour comprendre les complexes, tu as besoin de passer à la géométrie, c'est-à-dire tu as besoin de sortir de la droite et d'avoir le plan complexe. Sinon, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la multiplication complexe. Donc, et là, d'une certaine façon, l'idée, c'est que pour généraliser, il faut que tu prennes tes fonctions, encore une fois, non plus comme opérateurs sur R, sur leur corps, mais comme opérateurs sur dans l'espace fonctionnel. Et l'espace fonctionnel, je le figure comme étant un retentissement, c'est-à-dire comme étant pas une homogénéité de plan avec le corps grand R, le corps d'action des... Bon. Alors, bon, ça c'est à peu près clair. Maintenant, venons-en à l'interprétation de tout ça que je vous propose, qui sont encore une fois des espaces de travail. Bon, je vous rappelle mon cadre général. L'interprétation. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce feutre-là. Non. Non. Bon, je vous l'avais donné, c'est une sorte de pratique un peu sauvage de la théorie des modèles. Hein. Il y a une théorie, un modèle. Ici, il y a un rapport de formalisation. Et ici, il y a un rapport d'interprétation. Votre théorie formalise littéralement votre modèle. Et puis, donc ici, vous avez l'espace classiquement de la syntaxe. Et ici, l'espace classiquement de la sémantique. Donc, vous formalisez votre sémantique syntaxiquement et vous interprétez votre syntaxe sémantiquement. Alors, dans notre cas, on va dire, voilà, vous avez une fonction, sa dérivée et sa primitive. Donc ici, vous avez l'opérateur de différenciation et ici, vous avez l'opérateur intégral. Donc ça, c'est notre théorie, c'est l'analyse, enfin une théorie, hein, des fonctions, calcul différentiel et intégral, etc. Et alors l'idée, c'est d'interpréter f comme donc une position subjective, d'interpréter ça dans un espace subjectif. Ça, c'est une position subjective, mais qui est une action, une position ou une action dans un domaine donné. Ça va être interprété comme la subjectivation. Et ça va être interprété comme le procès subjectif. Donc là, ce lien-là, l'équivalent de la dérivation, on va l'appeler, alors là c'est par référence toujours à Sartre dans l'être et le néant, on va appeler ça les mobiles, et ça les motifs. Vous prenez une position subjective, l'intervenir, etc. Bon. Il y a des mobiles, il y a une mobilisation qui vous amène à ça tombe pas du ciel. Et puis il y a des motifs, c'est-à-dire que cette décision a des conséquences, a des projets motivés. Donc il y a une mobilisation, une motivation. Je fais alors l'idée, donc j'interprète sauvagement l'ensemble selon le... Ça c'est ma théorie, ça c'est mon modèle, et puis j'interprète, alors pas tellement formalisé parce que c'est plutôt dans ce sens-là j'interprète. Voyez là l'idée de l'interprétation, je vous rappelle, c'est pas l'idée qu'on applique les choses, hein, c'est qu'on l'interprète, et l'idée c'est quoi? C'est de voir en quoi cette interprétation, son terrain d'épreuve, ça va être la fécondité intellectuelle que ça a.
Tu veux dire quelque chose, non? J'ai une question, Oui, d'accord. Donc, on va... évidemment, ça n'est pas de l'ordre de l'exactitude. Ça serait stupide de dire que la théorie analytique est destinée à formaliser ça. C'est pas la question. La question, c'est simplement, en examinant les mathématiques, est-ce que ça nous donne un éclairage pour nous poser un certain nombre de questions, réfléchir à un certain nombre de questions qui ne sont pas, évidemment, immédiatement mathématiques, mais même qui ne sont pas à proprement parler mathématisables, mais qui donnent qui vous ouvrent un certain nombre de questions. Oui, pardon? Ma question, c'est si le rapport entre la philosophie et les mathématiques, ou une autre vérité, c'est en général comparable avec les rapports entre une théorie et un modèle. Parce que, de mon opinion, c'est possible de concevoir cette chose comme ça. Là, je ne fais pas de philosophie, là. Hein. Je prétends ne pas... je prétends me situer dans l'espace de l'intellectualité, ce qui n'est pas exactement la philosophie. Hein. Est-ce que, si je comprends bien ta question, c'est est-ce que la philosophie pourrait être un modèle pour la théorie mathématique? Non, au contraire. La philosophie, c'est une théorie des choses mathématiques ou une autre vérité, par exemple une vérité politique. Ah non, je ne comprends pas du tout. La philosophie, c'est une théorie de ces modèles. Attends, mais cette fois, attends, que je comprenne. Non, ça je crois pas du tout. Mais attends, tu veux dire, si on a théorie ici et modèle, toi tu mets la philo ici, et là tu mets quoi, les maths, ou non, tu mets la politique? Par exemple, une autre vérité. La politique? Par exemple. Ah non, oui, d'accord. Et que donc il y aurait des rapports entre les deux, qui seraient des rapports de formalisation et d'interprétation, c'est ça? Oui, oui. Oui, ça je crois pas du tout, non. Enfin, moi je me cale sur la philosophie de Badiou. Hein. Dans la philosophie de Badiou, non, ça n'a aucun sens. Hein. Oui, oui, mais ça, c'est un exemple pour un rapport comme ça. Mais tu diras que c'est n'est pas le rapport entre la philosophie et la mathématique, mais le rapport entre l'intellectualité et la mathématique en ces cas. Ah non, là, moi je mets, si tu veux, je mets ici mathématiques et je mets intellectualité ici. Okay. Mais je prétends pas que c'est des rapports de théorie et de modèle, stricto sensu, ça serait idiot. Donc je fais comme si on pouvait prendre je fais comme si la théorie mathématique pouvait être interprétable dans une intellectualité donnée. Je fais comme si. Et le terrain d'épreuve, c'est de voir ce que ça produit. Ce que ça produit, pas mathématiquement, ça n'a aucun intérêt mathématiquement, ce que ça produit là-dedans. Et c'est ma manière de faire, tu sais, il y a un slogan Mamufi qui est l'intellectualité musicale à la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie. Bon, ben, est-ce que la lumière mathématique peut nous éclairer certaines choses là-dedans? Sachant que les mathématiques ne s'occupent pas de ça du tout. Donc là, c'est pas non plus, au sens rigoureux, il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit de mathématiser, voilà. Donc là, oui, je pense qu'on peut faire comme si que ça apporte des choses. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire avec vous. C'est en ce sens-là que c'est un atelier. Mais par contre, philo, ça ne marche pas du tout comme ça, à mon avis. Ni entre philo et maths, ni etc. En partie. Pendant le... Je dis le concept d'intellectualité que tu utilises, il se rapproche légèrement du concept de philosophie. Ben non, parce que pour moi, l'intellectualité, elle est liée à un domaine toujours très particulier. Hein. Donc, alors que la philosophie ne s'occupe pas des vérités, c'est ça le vrai problème. Elle s'occupe de l'idée de vérité, mais pas de vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'idée de vérité, c'est les vérités musicales, amoureuses, politiques, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme quelqu'un qui te dirait, moi, je m'intéresse à l'idée de cheval. Ben, le paysan, il te dit, moi, j'en ai rien à foutre l'idée de cheval. Moi, je m'intéresse à mes chevaux. L'idée de cheval n'est pas un cheval. Tu vois, bon. Donc la philosophie, c'est une autre affaire. C'est une affaire des concepts de sujet, etc. Hein. Là, je parle d'ailleurs de subjectif. Tu vois bien que là, quand je prends subjectif, il faudrait regarder un peu dans le détail. C'est pas la même chose en politique, en amour, bon, etc. Je parle pas de sujet. Je prends un vocabulaire moins rigoureux, enfin, qui serait propre à chacune des intellectualités, tu vois. Bon, là, les paradigmes... c'est pour ça que je saute tantôt d'exemples amoureux, politiques, musicaux, c'est un peu plus compliqué. Ok ? Ouais. Bon, mais enfin voilà, donc je fais comme si, voilà.
Et donc, alors donc, je dis, si on accepte ça, on a des décisions. Il y a des décisions dans les domaines. Bon, là, je prends l'exemple de Sartre, mais je n'ai pas besoin de la philosophie de Sartre pour comprendre ce qu'il veut dire. Enfin, je ne suis pas obligé d'accrocher le sujet à l'anéantissement, etc. Enfin bon. J'appelle décision donc une impulsion. Impulsion veut dire sans délibération, non capricieuse. Enfin, c'est-à-dire, non, alors là c'est négatif, mais impulsion à déterminant, modifiant la vie, quoi. Enfin, une conversion. Voilà, appelons ça une conversion. Au sens des decide, hein, c'est-à-dire hop, là, et puis après. Un saut. Et alors, le problème, c'est quoi subjectivement? C'est que une décision comme ça, quelle est sa mobilisation? La décision comme ça, elle intervient là. Vous prenez position. C'est encore une fois l'exemple amoureux en est un, mais ça peut être aussi l'exemple politique. Tout d'un coup, à un moment donné, hop, vous levez, disant non, voilà, hop, non, je pense que... Bon, quelle est la mobilisation de ça? La plupart du temps, en vérité, puisqu'il n'y a pas de délibération, elle est inconsciente. Évidemment qu'il y a, ou subconscient, subconscient. Évidemment que ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. Donc je prétends pas que ce genre de décision soit complètement arbitraire, c'est pas vrai. Mais sa mobilisation est inconsciente ou subconsciente, pour pas m'engager dans les dédales de l'inconscient freudien. Alors je vous signale que j'en avais trouvé une formalisation mathématique intéressante dans la géométrie différentielle synthétique de Lovir, et j'avais appelé ça les voisins-nuages. Alors je vous reportais ça, vous le trouverez sur Internet. Les voisins-nuages, c'est-à-dire que c'est comme la cristallisation, alors au sens d'ailleurs quasiment stendhalien du terme. Bon, j'avais appelé ça un au lieu d'appeler ça un voisinage, c'était un voisin-nuage, parce qu'un voisinage de détermination infinitésimale et dont d'une façon il y en avait comme une émergence avec ici un point X, enfin peu importe. Donc l'idée c'est que ça cristallise comme une espèce de colimite ou de limite, enfin prenez-le, un ensemble infini d'infinitésimaux mal distinguables mais qui se cristallise au sens où Stendhal parle de l'amour comme cristallisation. Donc, évidemment qu'il y a quelque chose en dessous. Ça tombe pas du ciel. Donc, il n'y a pas... Mais ça n'est pas explorable analytiquement. Enfin, vous pouvez toujours faire une psychanalyse pour faire pendant 20 ans pour savoir pourquoi vous êtes tombé amoureux avec cette femme-là, mais je ne crois pas que c'est grand intérêt. Oui, pardon? Ce que tu dis, c'est des... Je ne fais pas être long, hein. C'est des phénomènes largement subconscients. Oui. C'est pas tant ou pas frotté, plutôt qu'en termes, j'ai l'impression, laïcien, puisque Leibniz avait sa propre conception de l'inconscient. Il me semble pertinent ici à savoir que des phénomènes qui ne sont pas vus, mais qui apparaissent par convergence. Oui, bah c'est la même chose, ça revient à même dire limite ou colimite, tu peux dire ça, cristallisation. Tandis que l'inconscient freudien, il est quand même beaucoup plus tranché. Que le L'inconscient freudien. Oui, non, mais c'est pour ça, là, je veux pas, je veux pas m'engager dans un truc trop... mais le point qui m'intéresse, c'est pas celui-là. Le point là qui m'intéresse, c'est que donc, il y a bien des mobiles, mais ils sont subconscients. On ne peut pas les explorer, c'est-à-dire on ne peut pas différencier la position subjective. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, explorer les motifs, ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est ce qu'appelle la délibération chez Sartre. On va délibérer pour savoir, bah, tu as pris cette décision, d'accord, t'aimes cette femme, ah, bah, ça fout le bordel dans ta vie, etc. Tu fais, bon, vas-y, t'es parti. Mais pour essayer de... Quel est le rapport avec la mobilisation? Voilà. Donc, si tu ne peux pas le faire analyser, alors ça va être l'idée, justement, des distributions, à mon avis, qui est très intéressante, et c'est là où j'en viens, c'est que tu vas... Attends, pardon. Je garde ça. D'accord, faut pas que j'écrive sur l'écran, parce que alors là, je suis bien, il y a câble.
on va faire la même opération sur la différenciation. On va l'interpréter assez directement, et je pense que là, ça donne à penser. Encore une fois, c'est ça l'idée hein, de ces interprétations sauvages, c'est est-ce que ça donne à penser. Donc, je vous rappelle qu'on avait D, voilà, D, on parle de D de phi, on ne sait pas ce qu'est D' de phi, et on le définit comme étant moins D de phi prime. Les phi prime, on les connaît, D, on le connaît. Voilà. Bon, ben ici, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mettons, on a pris une décision delta. Quelle est la mobilisation de delta? C'est-à-dire, quel est son D'? On ne le connaît pas. Par contre, on va pouvoir regarder comment delta se rapporte à... Alors, on va examiner ce que ça veut dire à l'ensemble phi, et on va pouvoir examiner de la même manière comment delta se rapporte à phi prime, et on va en déduire d'une façon une meilleure compréhension de ce que serait ceci qui est inaccessible directement. Alors que veut dire phi? C'est-à-dire vous allez examiner votre décision par rapport à comment elle est mesurée par les comportements normaux. Qu'est-ce que c'est-à-dire en gros, quelle est la part de Klinamen qu'il y a dans votre décision par rapport au fonctionnement normal dans la situation dans laquelle vous êtes? Ça, c'est l'équivalent des phi. C'est-à-dire, donc, vous avez parce que soit c'est DMS ou DSM en DMS, je crois en... DSM. DSM, comme sadomaso. Non, à sadomaso. D'accord. Bon, le DSM, je vous rappelle, c'est un truc que les Américains ont inventé. Ils en sont 5, qui sont les comportements... Statistiques, Oui, non, mais c'est une tabulation des troubles, voilà, des troubles du comportement. Des désordres. Désordre, oui, enfin, désordre ou troubles. Par rapport des comportements, sous-entendu, il y a des comportements normaux de l'américain moyen, dont on sait que le prototype de mec tout à fait normal, c'est Trump. Enfin bon, ceci dit, Obama aussi comme hypocrite, il n'y a pas mieux, hein, franchement, donc... non, au moins Trump, voilà, soit il y a Trump le cynique, soit Obama l'hypocrite, en fait, en gros, c'est ça le... Bon. Donc, voilà, ça c'est le... Et donc, on a ici un catalogue de troubles des comportements, justement. Les comportements, c'est la même chose que nos fonctions compactes, c'est-à-dire des modes d'action, d'intervention, de jugement qui sont finis, qui sont bornables, qui sont... catalogables, etc. Bon, donc ça, c'est les comportements normaux. Pour moi, c'est l'équivalent de C infini. C'est indéfiniment différenciable. D'ailleurs, vous voyez très bien l'idée. C'est-à-dire que vous pouvez rendre raison des choses. C'est calculable d'une façon. Vous pouvez en rendre compte. Vous pouvez dire que un bon mariage, il vaut mieux que ça ressemble à ma mère, à votre truc. Et pourquoi ça ressemble à ça? Parce que ma mère elle-même, elle a fait des comportements comme ça. Et donc, vous avez la tradition et vous avez l'infiniment différenciable. Enfin, bon... Donc, voilà. Alors, donc vous allez, voyez, de la même manière que votre décision va être mesurée par la baronne de Rothschild, qui va dire, attends, ça, c'est pas une bonne conduite, on ne se comporte pas comme ça, ou par l'américain qui va dire, c'est un trouble. Et donc, qui va dire, là, il y a un clinamen, c'est-à-dire, vous vous écartez des règles normales de rationalité. Et rétroactivement, voyez bien que, inversement, plus exactement, votre décision, votre comportement va permettre de mesurer ce système des thermomètres, c'est-à-dire ce système de DSM, en disant effectivement ce que vous êtes en train de nous imposer, c'est des comportements normaux catalogués en fonction de l'état des choses, etc. Mais vous voyez bien que l'effet est rétroactif, c'est-à-dire votre décision permet d'éclairer le système des critères. Et donc, l'idée, ça va être que, de la même manière que votre décision permet d'éclairer le système des critères et de ce que vaut le DSM ou le code de bonne conduite de la baronne de Rothschild, ou le comportement républicain et citoyen qui consiste à avoir sa carte d'électeur, aller voter et à dire « je suis Charlie ». Je vous signale que j'ai un ami qui passe son test pour devenir
la nationalité française, on lui a demandé « Est-ce que vous êtes Charlie ?» C'est invraisemblable. Évidemment, il a dû répondre oui, parce que s'il répondait non, il savait que... Bon. Non, mais là, on parle en général, hein, c'est un ami africain qui... oui. Voilà, donc là, voyez, vous voyez où on en est quand même dans la France républicaine, avec les valeurs, ce que veut dire les valeurs de la République, quoi. Bon. Donc là, c'est la même chose. Alors, votre décision, d'une façon, étalonne ces valeurs, ces codes de bonne conduite, mais comme elles-mêmes, elles ont des mobilisations explicites, puisque vos fonctions sont indéfiniment différenciables, c'est-à-dire qu'on vous explique pourquoi c'est comme ça. En général, vous avez comme explication, la mobilisation, elle est soit de type pragmatique, ça marche, soit de type empirique, c'est tiré de l'expérience, soit de type positiviste, les faits ont établi que... Enfin, bon, en gros, voilà. Donc, vous allez pouvoir voir comment votre décision, d'une façon, évalue non plus les codes de bonne conduite, mais les mobilisations, les raisons d'établir ce code de bonne conduite. Les mobilisations qui conduisent à ça. C'est-à-dire le système de rationalité qui est censé légitimer ce système de bonne conduite. Le système de rationalité qui est censé établir pourquoi il faut l'essence de la politique, c'est avoir des opinions et aller voter. Voilà. Et ce faisant, vous allez pouvoir comprendre, par écart justement avec ces rationalités établies, quelle est votre mobilisation. Vous allez pouvoir éclairer votre déprime en voyant comment il est contraposé à la manière dont vous évaluez les mobilisations établies. Il y a un effet sortie de caverne chez Platon maintenant. Bah non, parce que c'est pas, tu vas pas aller lire. Non, 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 c'est pas exactement ça. Non, non, c'est pas exactement ça. Non, parce que chez Platon, tu sors de la caverne et puis après tu y reviens, etc. Tandis que là, tu restes deux. Enfin non, tu es pas. Non, non. Mais si vous voulez, c'est que ça correspond finalement à des choses assez banales, ce que je dis là, parce que c'est des choses qu'on fait. C'est-à-dire, bah, je prends l'exemple toujours amoureux. Mais enfin, bon, pardonnez-moi, c'est un peu. Bon. Quand j'ai ma femme actuelle, qui l'est depuis suffisamment longtemps pour que ça soit un caprice, pas une impulsion, comment je dis, une impulsion non capricieuse, ben c'était hors norme par rapport à mon statut social ou je sais pas quoi. Bon. Et ma mère, qui était ma pauvre mère, bon, enfin, je veux pas me la charger, mais vous voyez bien, prenons la mère idéale, enfin bon, voilà, qui avait des critères de bon mariage, elle avait des critères, ce que c'est qu'un bon mariage, c'est clair. Et ça rentrait pas dans ce cadre-là. Donc il y avait un écart par rapport à ça. Mais d'une façon, les raisons pour lesquelles, encore une fois, j'ai décidé de l'aimer sont opaques, elles me restent d'ailleurs opaques, toujours. En particulier d'ailleurs parce que, alors là c'est un peu propre à l'amour, mais pour moi, ma femme c'est mon inconnu. Elle reste mon inconnu. Donc, mais par contre, je peux mieux comprendre d'une façon ce qui m'a mobilisé subconsciemment par l'écart avec ce que je sais de ce qui mobilisait ma mère. Par contraposition, par inversion. Par exemple, l'idée qu'il faut prendre quelqu'un de ton milieu social. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui partage avec toi, enfin je sais pas quoi, d'ailleurs, sans doute les critères des applications, je pratique pas ça moi, les applications de rencontres, mais c'est à peu près ça. On va se rendre compte que ta décision est contravariante par rapport à tout ce qu'on te présente comme les raisons officielles de te mobiliser. Ah, mais je te parlais de Platon parce qu'il y a quand même, dans le mythe, mais là aussi, il y a comme le perçu d'un dysfonctionnement. C'est-à-dire que le fait de se latéraliser, on voit en fait le dysfonctionnement normatif qui est la norme à l'œuvre finalement. Et qu'à partir de ça, on va aussi se orienter différemment, de manière affirmative bien sûr. Il y a quelque chose, c'est ça, c'est la pathologie apparaît finalement dans ce geste-là.
C'est pour ça que je Oui, mais sauf que là, ce qui m'intéresse moins, c'est de juger la situation pathologique, c'est plutôt de comprendre ce que j'affirme, si tu veux. Mais c'est vrai que ça peut expliquer, c'est toujours l'affaire de Cartan. Est-ce que cette situation normale, elle est monstrueuse par certains côtés? Tu peux dire ça, évidemment. Mais ça, c'est pas très intéressant, parce que si tu veux, moi, je suis convaincu depuis très longtemps que je vis dans des situations pathologiques. Mon problème, il n'est pas là. Est-ce que dans une situation pathologique, je suis capable d'y échapper? Mais j'y échappe pas par calcul, justement. J'y échappe par des impulsions comme ça. Enfin, l'amour, mais la politique aussi. Enfin, moi, l'été 66, je me suis engagé là-dedans. J'y suis toujours 50 ans après. Les maths, c'est la même affaire. Hein. J'ai rencontré les maths au moins 2 fois par le petit X de l'algèbre et puis par les coupures de Dedekind. Et puis on peut dire troisièmement par les distributions de Schwartz qui... Bon. À chaque fois, c'est des impulsions qui te prennent, tu te rends compte que ta vie et la musique, c'est pareil. Enfin, bon, donc c'est plutôt ça, si tu veux. C'est-à-dire, est-ce que je fais une folie à faire ça? Est-ce que c'est fou? Ça se présente un peu fou parce qu'il n'y a pas de mobilisation explicitable, mais il y a quand même une rationalité de ça abordable par... Et ça rejoint l'idée, je vais peut-être m'en arrêter là, je vais parler après rapidement des suites, c'est que, si tu veux, enfin, toute l'idée, c'est que tu pars d'une action sur un domaine, mettons, bon, tu composes, ou tu es artisan, j'ai un fils qui est artisan qui travaille le fer, là, quand tu fais de la musique, tu n'es pas directement en rapport avec les gens, tu travailles sur tes partitions, tu travailles sur la musique, etc. Mais il y a, ce faisant, ceci t'inscrit dans un espace fonctionnel, c'est-à-dire un espace, par exemple dans la musique, l'espace de la composition musicale, ce que composer veut dire, et tu vas à ce moment-là, en politique c'est aussi très clair, parce que d'une façon en politique il y a à la fois une action sur les choses, évidemment, sur les choses, sur les revenus, sur les manières de produire, etc., et puis en même temps, l'action politique, elle est fondamentalement une action sur les humains, sur les autres producteurs, sur les rapports sociaux. Et donc, tu vas éclairer ta prise de position sur les choses par le rapport que ça t'instaure avec d'autres acteurs comme toi. Tu vas éclairer ton action par l'action que tu as sur des acteurs, et non pas sur les choses. Mais en contravariance. En contravariance, pourquoi? Parce que là, il s'agit d'avoir des acteurs normés. C'est notre hypothèse de départ. Hein, Voilà, en gros, c'est cette idée-là que moi, j'en tire comme un éclairage à explorer dans les différents domaines, non pas philosophiquement en général, justement, mais dans les domaines amoureux, politiques, musicaux... Bon, voilà en gros ce que je voulais dire. Alors après, il y a je termine simplement rapidement, j'ai 5 minutes pour dire les suites possibles. Bon, alors ça, voilà, alors j'appelle ça généralisation de la subjectivation. Vous voyez, subjectivation, c'est ce que j'appelais... Subjectivation, c'est ça, la position. Là, on aborde une subjectivation généralisée. Non plus directement par les mobiles sur la position, mais par l'action différentielle, la distribution sur les subjectivations organisées. C'est le terme distribution, en fait, par l'action sur les subjectivations organisées. Donc ça, c'est subjectivation généralisée. Alors, ah oui, alors j'ai oublié de faire le schéma lacanien. Ah bah oui, mais alors, oui, c'est vrai. Alors oui, ça a à voir avec le schéma lacanien, bah si quand même, il faut que je vous fasse ça rapidement, même si je suis pas... j'ai pas mal de problèmes avec Lacan, hein, je vous le cache pas, mais enfin... Alors c'est le schéma en Z, je sais pas pourquoi des fois il l'appelle le schéma en L, je sais pas parce que L comme Lacan. Hein. Ah d'accord. Bon, moi Z c'est parce que ça ressemble à un Z. D'accord. Z comme Zorro, c'est ça? Oui, d'accord. Alors, de la même manière, si vous voulez que
j'ai la distribution D. J'ai des primes, je ne sais pas comment y arriver. J'ai ici l'ensemble de mes phi primes et l'ensemble de mes phi. Je vous rappelle que les deux, c'est le même ensemble, hein, puisque... Alors ici, il n'y a pas de problème pour passer de l'un à l'autre. Donc, je sais établir un rapport D à phi prime, et je sais établir un rapport entre phi prime et phi, et de ça, je peux en inférer, mais en un sens particulier, ce rapport-là. Et donc établir ainsi un rapport entre D et D' qui va être cette diagonale-là. Alors il se trouve que Lacan fait un schéma équivalent avec S, le sujet. Et ça. Quoi? Et ça. Quoi? Das S. S, le sujet? Oui, Oui. Das S, c'est ça. oui, exactement. C'est das. Il y a une équipe. Enfin, homophoniquement, c'est le ça. Das, S, ES. Ah oui, mais là je le prends. Oui, mais enfin là je le prends comme le sujet. Attendez, on va pas. Alors ici il met le petit autre. Ici on met un autre que l'autre. Ici on met le grand autre. Alors c'est le moi. Hein. Petit a c'est le moi. Oui, mais c'est le moi en tant que c'est l'objet. Enfin bon. Oui. Bon là je le prends comme ça, mais je veux pas. D'accord. Non, sauf qu'il le met comme ça. Alors bon, je ne suis pas... donc, le sujet, le grand autre, le A, mais le moi, etc., l'autre que le moi. Et donc lui, ça traite de l'impossible rapport ici entre S et A. Et il me semble voilà, qu'il y a une analogie de miroir. Alors les flèches ne sont pas dans le même sens, hein, parce que ici ça va comme ça. Ici, les flèches sont comme ça, comme ça, Oui. et comme ça. Il y a une réciprocité là, entre A et A'. Ça va dans... Ça va dans les deux sens, bon. Mais enfin, bon, voilà, en tous les cas. Et puis alors ici, donc il y a une diagonale problématique parce qu'elle bute, mais je ne veux pas trop me lancer là-dedans, mais... Non, c'est parce que c'est une torsion, en fait. Il y a une torsion. Il y a une partie qui est visible, et l'autre... c'est comme une feuille que vous... Il y a l'idée des deux faces, qu'il y a une face qui avec un pliage. Et la distribution, c'est comme l'inconscient. Ah, plus ou moins. Un peu grande de plus qui a deux faces. La distribution, c'est quoi? C'est comme le S et l'inconscient. Bah là, il n'y a pas l'inconscient directement, enfin, sauf, je sais pas quoi, dans l'autre. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que... C'est la ligne... Pardon, hein. Oui, vas-y. La ligne inconsciente va du grand A vers le S. Vers le S, sauf qu'elle bute là-dessus, d'après ce que j'ai compris, elle ne traverse pas. Oui, enfin, plus Ouais, ou moins. enfin bon. Oui, Mais là, je veux pas trop me lancer là-dessus, parce que c'est du... Puis en plus... Enfin, moi, j'ai un problème avec Lacan, hein, parce que je prends l'exemple quand il dit... je sais pas si c'est au même endroit. Ah non, c'est pas... Quand un sujet dit à un autre « tu es ma femme Oui. », ça veut dire exactement le contraire. Non, c'est pas... Ah non, attends, ça, je le cite Lacan. Non, c'est pas ça. Ça vient au sujet que ça intronise dans la position d'époux. Là, je cite Lacan. Non, c'est pas le contraire. C'est la phrase. Ah non. 372. Je suis sûr que non. Ah bon, alors, Non, attends, c'est pas le vérifiez. contraire. Mais moi, je l'ai pris. Non, mais c'est pas la question de contraire qui m'intéresse. C'est l'inverse. Le Oui. message vient du grand autre D'accord. sous forme inversée, parce que Non, mais d'accord, mais là, c'est... c'est un jeu de reconnaissance. Oui, mais si tu veux, ça me frappe. Je prenais cet exemple-là, mais enfin, je vais vérifier, mais je l'ai pris dans la version Jacques-Alain Miller, hein, je veux dire... Oui, non, mais après, bon, je veux dire, je vais pas faire... Mais, non, mais ce qui me frappait dans cette phrase-là, c'est-à-dire que il dit que l'inverse de « tu es ma femme », c'est pas « je suis ton homme », c'est « je suis ton époux ». Tu vois... C'est tu es. C'est-à-dire- Non, mais d'accord, mais c'est époux, si tu veux, c'est pas la question, là. Ce que je voulais introduire, parce qu'à mon avis, là, Lacan, il a une version assez cynique sur l'amour, dont l'emblème, à mon avis, est donné dans cette phrase-là, parce que normalement, tu devrais dire, quand un sujet dit à un autre « tu es ma femme », ça veut dire exactement l'inverse. Ça veut dire que ça t'intronise dans sa position de son homme, qui n'a rien à voir avec l'époux. Tu vois, enfin bon, voilà. Bon. C'est pour dire, je me retrouve pas vraiment dans... C'est une question de reconnaissance. Oui, mais j'entends bien. Mais tu vois ce que je dis là? La reconnaissance, c'est que tu es ma femme, tu n'es pas mon épouse. Ça matrimonialise, en fait. C'est pas ma femme, c'est pas mon épouse.
pourquoi il met en symétrique l'époux? Ah, c'est Lacan. Il glisse un truc. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc je peux pas me mettre dans les chaussures de Lacan, ça marche pas. Sur l'amour, ça marche pas. Il faudrait qu'on redétaille un peu. Non, mais j'entends bien. Mais enfin voilà, en tous les cas, j'attire votre attention sur cette analogie de Z, sans être capable, ni même d'ailleurs avoir envie de vraiment le creuser, parce que encore une fois, je n'arrive pas à penser dans les catégories de Lacan, j'ai toujours l'impression de... Bon. Mais bon, voilà. Enfin, c'était. Alors, les suites. Alors, il y aurait des suites, mais bon, à vrai dire, je ne vais pas continuer l'atelier sur les distributions, hein, mais je vous indique quand même qu'il y a des suites mathématiques, alors qui sont très importantes dans le livre de Laurent Schwartz que je n'ai pas amené, qui sont qu'on n'a pas examiné, qui sont l'espace topologique des distributions. Comment les distributions créent des espaces topologiques. C'est important parce qu'un espace vectoriel topologique sont duales et topologiques. Bon. La question de la multiplication et des produits de distribution, qui est une affaire très compliquée. Et puis la question de la transformation de Laplace, de Fourier de Laplace, des distributions. Donc ça, on ne va pas l'examiner parce que je ne vois pas trop intellectuellement ce que ça donne. Alors, un autre aspect serait d'examiner, ça je vous en ai déjà parlé, mais il y a un tout autre type de formalisation des distributions par l'école polonaise qui les prend comme des suites, des limites de série. Les limites de série de fonctions. C'est un peu la même chose que, si vous voulez, la définition des nombres réels, soit par par les coupures de Dedekind ou par des séries de Cauchy. Donc on a la même polarité, et moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les prendre par la théorie des distributions et de prendre pour les distributions par l'approche de Schwartz. Pourquoi? Parce que les deux se situent de plein pied directement dans l'autre chose, alors que les autres le prennent toujours comme l'horizon finitif d'une série. Mais enfin, je vous signale qu'il y a ça vaudrait la peine de l'examiner. Et puis le troisième volet, qui par contre, là m'intéresse, c'est la question des dualités. C'est-à-dire que, vous voyez bien qu'avec ça, il y a l'idée que la modernité mathématique, vous voyez, si on résume comme ça, pour le moment, la modernité mathématique, on a la question des complexes, qui, à mon avis, a à voir avec la pensée du possible. Enfin, bon, c'est comme ça, moi, je le comprends. Alors, évidemment, toute la géométrie riemannienne, avec la question de l'intrinsèque, extrinsèque, etc., la question des coupures, et puis donc là, la figure de la dualité qui, à mon avis, dans la pensée humaine est très importante. Voilà. Donc là, il se trouve qu'il y a ce gros volume et que moi, pour ma part, c'est de ce côté-là que je voudrais poursuivre l'exploration de ça et non pas des questions plus techniques comme transformer de la place, etc. Voilà, c'est aussi un appel d'ailleurs à qui s'intéresse. Attendez, là on est. Ça continue ou non? Ça marche? C'est pas arrêté? Non, ça va. Voilà, donc je sais pas. Alors je vous signale que pour la suite de l'atelier, donc je ne sais pas si je vais faire. On a une quatrième séance qui était prévue sur les produits tensoriels. Soit je vais le faire sur le produit tensoriel, soit je le fais sur la dualité. Je ne peux pas vous dire encore. Le produit tensoriel, à mon avis, c'est très intéressant sur la question de l'intrication. Intrication des phénomènes, voilà, ça c'est ce qui m'intéressait intellectuellement. Par-delà la technique, on l'examinera. Mais en faisant ça, j'ai découvert le potentiel qu'il y a dans l'idée de dualité, encore une fois, qu'on peut retenir en disant il y a une dualité entre l'action sur les choses et l'action sur les acteurs, les autres acteurs. Et ça, il me semble que c'est une figure qui a une puissance intellectuelle générale. Voilà, donc je ne sais pas encore trop comment on va continuer.